Bonjour, dans cette vidéo, on va faire de la modulation d'amplitude. Donc je vais déjà présenter théoriquement ce qu'on va faire, comprendre que le montage il va bien faire le boulot. Et après, je vous montrerai une petite manip et on verra que ça marche quand même pas si mal que ça. Le montage que je vais proposer dans cette vidéo, il est vraiment simple. C'est pas un montage très compliqué à réaliser. Par contre, comprendre pourquoi il fait bien la modulation d'amplitude, ça demande un petit peu de travail. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc on va commencer par l'étude théorique. Voilà. Alors, je vais déjà présenter ce que c'est que la modulation d'amplitude avant de démarrer vraiment l'étude. Le sujet qui correspond, il est dans la description. Vous avez un sujet qui présente, ça marche par question, comme un sujet normal. Donc, la modulation d'amplitude, le principe, c'est vous avez un signal qui dépend du temps et qui est plutôt basse fréquence. Alors quand je dis basse fréquence, c'est typiquement... ce signal, je l'appelle V2 de T, parce que ça correspond en fait à l'énoncé. Et donc vous avez un signal qui dépend du temps. Et la fréquence typique pour la voix, par exemple, c'est de l'ordre de 1000 Hz. Donc imaginons que le signal il fait comme ceci, il remonte brutalement, puis il reste à peu près constant. Voilà, donc j'ai imaginé un signal quelconque. Et typiquement, lors de la fréquence de ce signal, c'est 1000 Hz à peu près. Et ce que je veux, c'est envoyer ce signal sur une antenne pour pouvoir qu'il soit envoyé puis réceptionné par ailleurs, des ondes hertziennes. Et évidemment, ce que je pourrais faire, après tout, c'est prendre ce signal directement et le mettre sur une antenne. Et si je fais ça, le problème, c'est que une antenne efficace, qui serait capable d'envoyer ce signal-là, il faudrait qu'elle ait une taille absolument gigantesque. Et donc clairement, ça ne va pas. Donc la solution, c'est de se dire, en fait, est-ce que je ne pourrais pas mettre ce signal-là, le transposer en fait en haute fréquence? Et c'est une technique, c'est la modulation d'amplitude. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement? C'est on prend ce signal, donc je vais reprendre ce signal, et ça va moduler en fait l'amplitude d'un signal qui est plus haute fréquence. Donc, ce que je reproduis là, c'est ce signal-là. Enfin, bon, voilà, c'est vrai que c'est pas très bien reproduit. Bon, mais en fait, ça doit être exactement la même chose. Et j'ai la même chose, mais en négatif. Et mon signal, je prends un signal haute fréquence dont l'amplitude est donnée par le signal V2 de T. Donc mon signal qui est haute fréquence cette fois-ci, alors évidemment, je ne vais pas m'amuser à aller jusqu'au bout, ça sera un petit peu long. Donc vous imaginez, voilà, je continue comme ça jusqu'au bout. Et bien ce signal-là, c'est un signal haute fréquence que je peux envoyer sur une antenne, cette fois-ci qui aura une taille raisonnable. Et l'information, elle n'est pas contenue l'information est contenue dans l'amplitude du signal. Et c'est d'où le terme modulation d'amplitude. Donc finalement, le signal pour la modulation d'amplitude, alors ce signal, je l'appelle le signal qu'il faut envoyer, qu'on va ensuite mettre au niveau de l'antenne pour qu'il soit envoyé par onde hertzienne, il va être de cette forme. C'est un cosinus oméga 1t. Alors oméga 1t, c'est un signal haute fréquence. Alors on peut donner des ordres de grandeur. Pour les grandes ondes, on est typiquement de l'ordre de 100 kHz. Si on va jusqu'à la bande FM, là par contre, c'est un autre type de modulation, mais le signal haute fréquence, lui, il serait vers les 100 MHz. Donc c'est beaucoup plus haut en fréquence. Et ce que je vais mettre ici, c'est une constante, je la note grand A, fois une autre constante, fois
le signal qui m'intéresse, que je veux transmettre. Et ce signal-là, lui, c'est un signal basse fréquence. Donc finalement, cette partie-là, en fait, on peut voir ça comme une amplitude de ce signal-là. En effet, lorsque ici on a une centaine d'oscillations, et ben ce signal-là, il n'en aura à peine fait qu'une seule. Hein, on le voit bien ici. Hein. Lorsque ce signal il bouge un petit peu, ben, l'autre signal haute fréquence, ben, il a bougé 100, 1000 fois plus. Il a fait 1000 oscillations. 100, 1000 oscillations, donc une fréquence qui est beaucoup plus importante. Donc on peut dire que ce signal, c'est bien l'amplitude de celui-là. Et donc, d'où le terme de modulation d'amplitude. Donc, si vous voulez réussir la modulation d'amplitude, il faut, en fait, faut être capable de réaliser une multiplication. Donc, ça va donner ceci. Donc, le signal que l'on va envoyer. Oui, c'est vrai que je pourrais développer. Je le ferai tout à l'heure. Donc finalement, ce que vous devez savoir faire, c'est une multiplication. Une multiplication de tension. Alors, le problème, c'est que, au moins au début du cours d'électronique, on voit la résistance, le condensateur, la bobine, et tous ces composants, en fait, vous pouvez les agencer comme vous voulez, mais vous n'arriverez jamais à réaliser une multiplication. Pourquoi? Parce que c'est des composants qui sont dits linéaires, et linéaire, ça veut dire que ils sont notamment pas capables de faire ça. On peut faire des additions, on peut faire lorsqu'on écrit une loi des mailles, une loi des nœuds, en fait, il apparaît des additions. On additionne des tensions ou des intensités. Les relations entre U et I pour chaque dipôle, c'est des équations différentielles linéaires. Et donc, on se rend assez rapidement compte qu'on ne peut pas réaliser ce genre d'opération. La multiplication, c'est pas possible. Alors, du coup, il faut aller prendre un autre composant. Et moi, ce que je vais utiliser, on a ça dans n'importe quel labo où on fait un peu d'électronique, c'est la diode. Donc, je vais faire un petit montage avec juste une diode, et puis on va voir que, en fait, on est sur la bonne voie. Donc, je vais étudier un premier montage. Donc, je suis l'énoncé qui est dans la description. Donc, je ne vais pas forcément numéroter les différentes questions. Donc, ce sera à vous de voir où on en est. Donc, je vais prendre une résistance. Et je vais rajouter une diode. Donc ce premier montage, c'est, on va dire, pour se dégourdir les jambes, hein, pour voir que si on prend un montage tout bête comme ça, eh bien, on a déjà un premier résultat qui est assez intéressant. Donc on vous demande tout d'abord d'écrire une relation très simple entre l'intensité, donc c'est petit i, l'intensité, UD et V ainsi que R. Bon, évidemment, là, c'est très simple à écrire. Hein. On a V qui vaut UD plus RI. En fait, ça, c'est ça plus ça. Et U de R, évidemment, c'est égal à RI. On vérifie qu'on est bien en convention récepteur. Je peux isoler l'intensité. Donc, ça fait V moins UD sur R. Donc, on a ces deux premiers résultats, donc, qui sont très, très faciles à obtenir. Hein. Là, clairement, c'est pas là le problème. Et on sait que l'intensité c'est aussi égal, puisqu'on a affaire à une diode. Donc c'est indiqué dans l'énoncé, hein, c'est I0 exponentielle UD sur V0 moins 1. Alors I0, V0, ça c'est des paramètres de la diode. Donc c'est
Donc c'est un composant. Donc, si vous changez de diode, bah, vous changez de I0 et de V0. Donc c'est des paramètres constants. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir une expression de UD. Hein. Donc l'objectif que je me fixe momentanément, c'est UD en fonction de V. Et je vous rappelle que mon idée, c'est de réaliser une multiplication de tension. Alors, quand on regarde cette expression, bah, je vais la réécrire ici. Donc c'est V moins UD sur R, qui est égal à I0, exponentielle UD sur V0, moins 1. Et bien ce genre d'équation, c'est pas évident à résoudre. Je vous avoue que j'ai même pas essayé. En tout cas, c'est à peu près évident qu'on va avoir du mal à avoir UD fonction de V. Donc je vais me permettre de faire une petite approximation. Hein, l'idée, c'est pas forcément de vouloir absolument chercher la bonne expression, c'est plutôt de se dire est-ce que je suis dans la bonne direction si je fais un petit montage comme ça, est-ce qu'il y aura peut-être moyen de réaliser mon objectif principal, c'est-à-dire réaliser une multiplication entre deux tensions. Donc je vais faire une hypothèse, c'est que UD, bah, je vais considérer qu'il est négligeable devant V. En effet, donc c'est pas une hypothèse, c'est une hypothèse raisonnable parce que la tension aux bandes d'une diode, elle est jamais, enfin, quand elle est passante, hein, on va utiliser la diode du côté où il y a un peu de courant qui passe. UD, c'est typiquement, c'est une fraction de volt, hein, c'est un demi-volt ou une fraction de volt. Et V, a priori, peut prendre des valeurs qui sont assez importantes. Ce qui fait que je peux considérer que la tension UD est complètement négligeable devant UD. C'est ce que j'ai écrit ici. Et en faisant cette petite simplification, là, les calculs deviennent vraiment faisables. Hein. En effet, dans ce cas, on a V qui vaut, bon, le R, je le passe de l'autre côté, exponentielle UD sur V0, moins 1. Et donc, moyennant quelques lignes de calcul, on voit bien que là, j'aurai une expression de UD très facilement. Donc, je continue le calcul. Ouais, je vais faire un peu de place. Donc, j'en étais à ce calcul-là. Donc, on avait... Voilà. Donc, moi, l'objectif, c'est d'avoir UD en fonction de V. Donc, je mets le RI0 de l'autre côté. Donc, ça fait... Je fais des petites transformations. Donc c'est exponentielle de UD sur V0 moins 1, c'est égal à V sur RI0. Le moins 1, je le passe de l'autre côté. Et donc on arrive très rapidement à ceci. Je prends le logarithme et je passe le V0 de l'autre côté. Bon, ça, on arrive assez rapidement à cette expression-là. Donc c'est V sur RI0. Alors, c'est une expression qui est... Bon, on pourrait quand même se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il se trouve quand même qu'on est sur la bonne voie parce qu'on n'a pas du tout quelque chose de linéaire. Hein. On voit que V dépend de manière assez compliquée de U de D. Un linéaire, ça ferait par exemple U égale RI, ça c'est une expression qui est bien linéaire, hein, puisque j'augmente I d'un facteur 2, ça augmente U d'un facteur 2. Donc, en fait, il se trouve que c'est très intéressant ce genre d'expression, du fait qu'elle soit un petit peu compliquée, en fait, tout simplement. Alors, ce que je vais proposer un deuxième montage, et on va voir que le fameux terme qui m'intéresse, il va apparaître au milieu de plein de termes qui ne m'intéressent pas. Hein. Donc ça, c'est le désavantage de faire un montage très simple, c'est qu'il va peut-être faire le boulot, mais il y aura plein de, on va dire, de termes indésirables qui vont apparaître au fur et à mesure des calculs. Et donc l'idée après, ce sera de limiter, de ne garder vraiment que les termes qui m'intéressent en faisant du filtrage. Je vous montrerai ça dans un instant. Alors le deuxième montage, il va être comme ceci. Donc vous avez, là je prends une résistance de R. Bon, il se trouve que c'est juste pour, au niveau des calculs, que ça s'arrange un peu.
La tension, on va dire V1 est ici, on va dire que V2 est là. Il est possible que dans l'énoncé ce soit inversé, mais c'est pas très grave. Et je rajoute la diode. Et comme tout à l'heure, en fait, je vais faire une approximation. Donc l'approximation, ça me permet de faire les calculs assez facilement. Et elle est intéressante parce que si on faisait les calculs vraiment complètement, hein, enfin, ou en s'aidant aussi d'un ordinateur, hein, parce qu'on arriverait à des équations qu'on ne saurait pas résoudre autrement que numériquement, on verrait que le gain, il est vraiment, ça vaut pas le coup, quoi. Donc l'hypothèse me permet quand même d'avoir un résultat à moindre frais. Donc comme tout à l'heure, je vais dire que UD finalement c'est complètement négligeable devant V1 et V2. Ce qui fait que, comme UD est négligeable, I2 c'est en gros c'est V2 sur 2R. I1 c'est en gros V1 sur 2R. Donc très rapidement j'ai donc c'est V2 sur 2R et I1 c'est V1 sur 2R. Ensuite, je vais écrire une loi des nœuds ici. Donc l'intensité I, c'est la somme des deux. Donc je vais tout de suite écrire je vais remplacer I1 et I2. Et on n'oublie pas la caractéristique de la diode, elle n'a pas changé, c'est I0 exponentielle UD sur V0 moins 1. Ça n'a pas changé. Et comme tout à l'heure, grâce à cette hypothèse que UD est vraiment négligeable devant V1 et V2, on va pouvoir trouver une expression de U de D. Donc le calcul, allez, je le fais ici. C'est un calcul qui ressemble, c'est quasiment le même calcul que tout à l'heure, où on remplace V par V1 plus V2. Donc vous avez exponentielle de UD sur V0 qui vaut 1 plus V1 plus V2 sur 2 RI0. Je prends le log, je passe le V0 de l'autre côté, donc là je détaille à peine les calculs. Donc ça fait V1 plus V2 sur 2 RI0. On peut réarranger cette expression. Alors, de la manière suivante, ça fait V0 logarithme de V1 plus V2. Donc là, c'est juste de la réécriture. Plus RI0. En fait, j'ai multiplié en haut et en bas par RI0. Et je soustrais ce terme-là pour qu'on ait l'égalité. Donc ça répond à une des questions de l'énoncé. Et donc on a de nouveau une expression qui paraît assez compliquée, mais justement ça c'est bien parce que c'est comme ça que je vais faire apparaître V1, un terme V1 fois V2 parmi plein de termes qui ne m'intéressent pas. Voilà, on est arrivé à ce résultat. Donc là j'ai mis en valeur ce terme-là. Et vous avez un graphe qui est tracé dans le document. Et dans ce graphe, vous avez cette courbe qui est tracée. Donc on peut tracer la courbe logarithme de x plus RI0. Sauf erreur, c'est ça. Donc c'est juste ce terme-là où x en fait c'est V1 plus V2. Et ça fait une courbe qui a à peu près, on va dire comme ça. Et vous avez votre système qui va fonctionner autour de ce qu'on appelle un point de fonctionnement. C'est-à-dire que quelque part, V1 plus V2, en fonctionnement normal, il n'est pas nul, il aura une certaine valeur.
quelque part dans ce diagramme. Donc si on trace le point de fonctionnement, disons qu'il est là. Et lorsque le système va fonctionner, bon, en fait, on va se balader autour de ce point de fonctionnement en s'en éloignant jamais trop, hein. Donc on va explorer en fait cette courbe-là sur une portion qui n'est pas trop importante. Et l'idée, c'est de se dire, ben, je pourrais remplacer l'expression avec les logarithmes par quelque chose qui est un petit peu plus sympathique pour moi, notamment pour continuer les calculs. Et donc vous avez une courbe ici. Et vous voyez que cette courbe, elle est quasiment confondue avec le logarithme de x plus RI0 autour du point de fonctionnement. Donc, et cette courbe-là, je la prends, enfin, je fais un développement limité. Donc en fait, je vais aller jusqu'à l'ordre 2. Donc c'est une équation de parabole de la forme y égale a plus bx plus cx carré. Donc l'intérêt pour moi, quand j'écris ce terme-là, c'est ce terme-là en fait qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que avec le x carré, je vais faire apparaître le terme qui m'intéresse, c'est-à-dire V1 fois V2. En effet, hein, regardez x, ça va être V1 plus V2 sur 2. Et quand je vais le mettre là-dedans, V1 plus V2 sur 2, bon, le sur 2 on s'en fiche, mais on a V1 plus V2 au carré, et ben ça veut dire que j'aurai un terme en V1 fois V2 qui va apparaître. Alors j'ai plein d'autres termes qui apparaissent, qui du coup m'intéressent pas trop, mais en tout cas j'ai celui-là qui apparaît et c'est celui-là qui m'intéresse. Donc je peux continuer mon calcul et je vais remplacer ceci par l'équation d'un polynôme. Donc ça donne UD égale V0 A plus B, et je remplace X par V1 plus V2 sur 2. Hein. On voit bien que X, c'est ça en fait. Et enfin, V1 plus V2 sur 2 au carré, moins un terme qui est constant. L'idée, c'est ce terme-là, d'une certaine façon, de le faire disparaître. Hein, parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est là qu'il faut regarder. C'est à ce niveau-là que va apparaître le terme qui m'intéresse. Alors, dans ce que je vais faire pour garder quand même tous les termes, hein, je sais bien que la plupart des termes ne m'intéressent pas, mais je vais quand même tous les garder. Et je vais essayer quand même de simplifier l'expression au fur et à mesure. Hein. Donc, je vais introduire des notations au fur et à mesure. Donc, dès que j'ai une expression compliquée, hop, je lui donne un nom, hein, alpha 1, alpha 2 ou bêta, je ne sais quoi, histoire que je n'oublie aucun terme et que les calculs soient quand même pas trop pénibles. Donc je continue mon calcul. Donc là, j'ai simplement recopié l'équation. Donc je vais la mettre sous la forme d'un terme constant. Donc le terme constant, il y en a deux qui vont sortir. C'est V0 A moins V0 logarithme de RI0. Et ce truc-là, je vais l'appeler alpha 1. Là, je suis l'énoncé. Hein. Dans l'énoncé, on vous demande de l'appeler alpha 1. Je continue. Et puis il y a un deuxième terme qui est proportionnel à V1. Donc c'est B sur donc c'est V0, B V0 sur 2 fois V1. Et ce terme, je l'appelle alpha 2. Ensuite, il y a en fait le même terme, B V0 sur 2 fois la tension V2. Et ce terme, c'est alpha 3. On remarque que alpha 3 et alpha 2, c'est identique. Hein, donc on peut le mettre ici. Alpha 3, c'est égal à alpha 2. Et enfin, le dernier terme que je vais écrire ici, plus, c'est V0C sur 4, V1 plus V2 au carré. Ce terme-là, je vais le mettre à côté. Remarque, alpha 2 égale alpha 3. Donc,
et ce terme-là, je l'appelle alpha 4, ce qui fait que j'ai une expression qui est un petit peu plus simple de U de D. Hein, finalement, ça ne m'intéresse pas trop, hein, l'expression de alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Mais je sais que du coup, j'ai un terme qui est proportionnel à V1, 1 à V2 et 1 à V1 plus V2 au carré. Évidemment, c'est ici que qu'est le terme qui m'intéresse. Hein, tous les autres termes ne m'intéressent pas. Voilà, donc la conclusion intermédiaire. Et maintenant, je vais remplacer V1 et V2 par une expression simple. Donc V1, ça va être le signal haute fréquence. C'est celui, on dit que c'est la porteuse. Donc c'est le signal suffisamment haute fréquence pour pouvoir l'émettre par une antenne de dimension raisonnable. Et V2, ça va être mon signal qui m'intéresse. Donc c'est par exemple la voix ou n'importe quel signal, plutôt basse fréquence. Et on va voir quand on aura tout remplacé, donc on va avoir une expression assez impressionnante, et on va voir si tous les termes qui vont sortir. Donc je reprends le résultat précédent, et cette fois-ci, je vais remplacer V1. Je vais le remplacer par V01, donc c'est tension constante, plus une amplitude, que je note comme ça, cosinus oméga 1 fois t. Et j'ai enfin aussi le signal V02. Donc ça, c'est le signal haute fréquence. Plus E2 cosinus oméga 2 fois t. Et ça, c'est le signal qui est trop basse fréquence pour être émis directement. Et donc, je vais remplacer V1 et V2 là-dedans, dans la première équation. Et il y a plein de termes qui vont apparaître. Donc, du coup, ça va me faire une équation qui est assez encombrante. Alors, je vais la recopier. Voilà, donc c'est pas difficile, mais par contre, ça prend un petit peu de place. Hein. Donc V1, V2, V1 plus V2. Et pour faire astucieusement le calcul, en fait, je vais préparer le terrain. Je sais que je vais avoir un terme constant qui va apparaître. Hein, donc plutôt que de faire ligne à ligne le calcul, parce que là, ça va vraiment être très très long. Hein, vous imaginez, là, il y a 4 termes dans le carré. Si j'écris tous les termes, mais en gros, je remplis le tableau de calcul. Donc mon idée, c'est plutôt de regarder voilà, quels sont les termes en cosinus oméga 1t. Voilà, je vais juste me focaliser là-dessus. Quels sont les termes en cosinus oméga 2t? Quels sont les termes en etc. etc. Et dans l'énoncé, en fait, on vous dit qu'il n'y a que certaines pulsations qui vont sortir et pas d'autres. Du coup, ça va, je sais que je vais pas oublier de terme. Vous aurez un terme qui varie en oméga 1, un terme qui varie en oméga 2, un terme qui varie en 2 oméga 1, en 2 oméga 2, en oméga 1 plus oméga 2 et en oméga 1 moins oméga 2. Donc ça fait, normalement, il y a 7 termes qui vont apparaître. Donc commençons par les termes constants. Donc je vais aller directement de cette ligne à cette ligne. Donc en termes constants, il y a alpha 1. Il y a alpha 2, V01. Il y a alpha 2, V02. Puis en fait, il y en a une ribambelle qui va sortir de cette parenthèse. Et il se trouve que, comme je vous disais tout à l'heure, tous les termes ne m'intéressent pas. Hein, le montage est vraiment très simple. Donc là, il a des avantages, c'est que bon, il fait le boulot, c'est-à-dire qu'il y a bien le terme qui m'intéresse dans tous ceux qui seront là, mais il y a aussi plein d'autres termes qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, si vous voulez faire le calcul, vous pouvez, mais en fait, il y a pas mal d'autres termes qui vont apparaître, mais de toute façon, ce truc-là, dans l'énoncé, on va l'appeler bêta 1. Donc autant dire que je sais qu'il existe, mais sa valeur exacte, finalement, ne m'intéresse pas trop. Hein, je sais qu'il y aura un terme constant. Du coup, j'arrête le calcul là. Je sais qu'il y a des termes qui vont sortir, mais je ne les écris pas. Je m'intéresse au terme en oméga 1. En fait, il n'y en a qu'un qui va apparaître, c'est là. Plus alpha 2. Je me rends compte que j'ai fait une erreur d'écriture. Là, c'était E1. Autant pour moi.
Donc alpha de E1 cosinus oméga 1t. Il n'y a que là qu'il y a du cosinus oméga 1t. Il n'y a que là qu'il y a du cosinus oméga 2t, donc ça fait plus alpha de E2 cosinus oméga 2 fois t. Alors, j'en suis au terme en 2 oméga 1. Alors, ils viennent d'où ces termes en 2 oméga 1? Ils viennent de là. Lorsque vous mettez au carré, vous êtes sûr et certain qu'à un moment donné, il y a un terme en cos carré de oméga 1t qui va sortir. Et là, il faut savoir que cosinus carré de petit a, c'est 1 plus cos 2a sur 2. Donc j'aurais besoin d'une autre formule trigo, donc je laisse un petit peu de place. Ce qui fait que quand le cos carré oméga 1t sort, ben en fait il y a du cos 2 oméga 1t d'après cette formule qui va sortir. Avec un facteur 1,5, donc si vous pouvez le vérifier, ce qui va sortir c'est alpha 4 E1 carré sur 2 cosinus 2 oméga 1 fois t. Donc j'ai le terme en 2 oméga 1. Et évidemment, ce que j'ai dit pour oméga 1, c'est vrai pour oméga 2. Donc j'ai aussi le terme suivant qui sort. Cosinus 2 oméga 2 fois t. Maintenant, je vais m'intéresser à un autre terme qui va sortir ici. Vous aurez aussi cosinus oméga 1t fois cosinus oméga 2t. Je me rends compte que j'oublie des termes en cosinus oméga 1t. J'oublie des termes ici. Donc, c'est pas très grave, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit à savoir quelles sont les fréquences qui sont présentes. Et si j'ai pas l'expression exacte des coefficients, c'est pas très grave. Voilà, j'ai corrigé, en fait, il y avait ce terme-là en plus. Je ne l'ai pas écrit en dessous. Enfin, bon, c'était un terme un peu différent. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les pulsations qui vont être présentes dans le signal de sortie. Donc, au passage, dans le sujet, ce terme-là, on l'appelle bêta 1, ce terme-là, on l'appelle bêta 2, bêta 3, etc. Ça, par contre, c'est bon. Le terme qui va sortir, c'est de nouveau une formule trigo qui va être utile. C'est cosinus A cosinus B. C'est 1,5 de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Donc je vais avoir besoin de cette deuxième formule trigo. Pourquoi? Parce qu'on a cosinus oméga 1t fois cosinus oméga 2t qui va sortir. Et ce terme va faire apparaître la somme et la différence des pulsations. Et le terme qui est devant, ça va être alpha 4, E1, E2. Comme le terme il va sortir 2 fois et que je multiplie par 1,5, enfin bref, vous me faites confiance, ça donne ceci. Et puis en imaginant que je fasse une erreur de calcul, c'est pas très grave. Parce que je ne suis pas en train de vouloir absolument quantifier les coefficients. Je suis plutôt en train de me poser la question, quels sont les coefficients qui sont présents? Et notamment, est-ce qu'il y a ceux qui m'intéressent? Donc ceux qui m'intéressent, je suis en train de les écrire. Et évidemment, vous avez le même coefficient, cosinus oméga 1 moins oméga 2 fois t. Alors, si je regarde parmi tous les termes qui sont sortis, ceux qui m'intéressent, c'est ceux-là. Donc, je vais vous expliquer ça dans un instant. Il y a aussi le terme en celui-là que je peux garder. Et tous les autres termes, en fait, sont des termes qui ne m'intéressent pas. Ils sont là parce qu'ils sont là, parce que le montage est tout simple. Et donc, on va dire, c'est le défaut de ce montage, c'est que en milieu des termes qui m'intéressent, il y a plein de termes qui ne m'intéressent pas. Donc, dans la question suivante, c'est de tracer le spectre du signal. Ça va être très simple, puisque vous aurez en fait 7 pics, un pic à fréquence nulle, et puis 6 autres pics à toutes ces pulsations-là. Je me rends compte que ce n'est pas tout à fait ce terme-là. Bon. Ils sont dans l'ordre. Ils
sont juste un peu décalés. Donc je vais tracer maintenant le spectre de U2D à partir de cette écriture. Donc là, le spectre, ça va être assez simple de le tracer. Pourquoi? Parce que il suffit de regarder chacun des termes. Donc il y a le terme constant qui va donner un pic ici. Alors évidemment, la hauteur des pics dans le spectre, je le mets un petit peu au hasard. Parce qu'en fait, comme déjà je n'ai pas complété entièrement le tracé, et puis même si je l'avais fait, j'ai pas fait d'application numérique, donc du coup j'ai une valeur que je connais pas du tout. Donc je sais juste qu'il y a un terme constant. Donc ça va faire un pic là à 0. Fréquence nulle. Ensuite, il y a le terme en oméga 1. Donc je rappelle qu'oméga 1, c'est la fréquence la plus élevée. Alors, ici vous avez F1. Vous avez, donc là j'ai tracé celui-là et je vais tracer celui-là. Donc en pratique, celui-là il est plutôt imposant. En général, on a un pic qui est assez important pour la fréquence F1. Vous avez également la fréquence F2. Donc c'est basse fréquence, donc on va plutôt être là. Donc ça c'est F2. Vous avez également, donc ça c'est fait, à 2F1, 2F2, petite remarque, j'hésite pas à oméga 1, par exemple je trace F1, vous savez qu'il y a une relation de proportionnalité très simple entre oméga et F, oméga c'est 2πf, donc je parle indifféremment là je préfère le tracer en fonction de la fréquence, parce que la fréquence c'est quand même un paramètre qui est un peu plus parlant que la pulsation. Donc j'ai également un pic à 2 fois la fréquence, alors celui-là je vais le faire un petit peu plus petit. Et j'ai également un pic à 2F1, donc ça, je vais me retrouver à peu près par là. Donc ce pic aussi, il n'est pas très élevé. Donc ici on a 2F2. Et ici on a 2F1. Donc là j'ai fait ces deux pics-là. Et il me reste la somme et la différence des fréquences. Et comme F2 est tout petit devant F1, donc ça donne ceci. Donc là, on a respectivement F1 plus F2. Et ici, F1 moins F2. Donc je vérifie quand même qu'on voit quelque chose. Voilà, donc vous avez le spectre ainsi tracé. Et la question, c'est est-ce que c'est bon en fait ce que j'ai ou est-ce que c'est complètement, je suis complètement à côté? Il se trouve que c'est pas mal parce que la partie qui m'intéresse, elle est là. La partie qui m'intéresse, elle est là, et les pics, ils sont exactement au bon endroit. Petite remarque importante, si vous regardez les pics à droite et à gauche du pic à F1, ils ont la même amplitude, donc ça c'est important. Et il se trouve que c'est exactement ça qu'on veut. Alors le prix, évidemment, c'est que le prix à payer, pour un montage qui est très simple, c'est qu'il y a plein d'autres pics qui ne font pas l'affaire. Et l'idée, c'est on peut s'en débarrasser en les filtrant. Donc si on prend un filtre qui va bien, on peut atténuer ces pics ainsi que ceux-là et finalement garder principalement ceux-là. Et effectivement, ça correspond à de la modulation d'amplitude. C'est ce que je vais faire dans un instant. Je vais vous montrer que c'est bien ça qu'on attend. Donc je vais montrer que c'est bien ça qu'on attend. Alors je vous remonte le signal idéal pour la modulation d'amplitude idéale. Donc il me semble, de mémoire, ça doit correspondre à la question 7 ou 8. Idéalement, on a ça. Ça c'est le signal haute fréquence. Et on avait, alors comme signal V2, on avait un signal très simple avec uniquement une fréquence. Mais bien évidemment, si le montage est capable de faire de la modulation d'amplitude pour une fréquence, ici F2, il pourra le faire pour toutes les autres fréquences. Donc idéalement, c'est ça qu'on doit avoir, si on avait un système parfait.
Moi, j'ai plein d'autres termes en fait. Et je distribue le cosinus oméga 1t et je me retrouve avec un produit. Donc c'est ce que j'avais annoncé au début, hein. Si vous voulez faire de la modulation d'amplitude, il y a un moment donné, il faut savoir faire multiplier deux signaux. Et là, j'utilise une formule trigo que j'ai déjà utilisée. Donc ce terme-là, je n'y touche pas. Et ici, on a B sur 2, le cosinus de la somme des pulsations. Donc c'est oméga 1 plus oméga 2 fois t, plus la différence, cosinus, oméga 1 moins oméga 2 fois t. Et quand vous regardez cette expression, c'est exactement les trois pics qui sont là. Ce terme-là, en fait, c'est le pic central. Ici, vous avez la fréquence F1 plus F2 qui apparaît, qui est ici, et la fréquence F1 moins F2. Donc, idéalement, si à partir de maintenant, dans mon montage qui est simple et qui présente finalement pas mal de défauts, hein, si j'arrive à enlever ces pics-là en les filtrant, je vais me retrouver avec quelque chose qui est vraiment, vraiment pas mal. Et pour faire ça, on va rajouter derrière mon montage un filtre pour enlever. Alors, dans le sujet, en fait, ce qu'on va enlever, c'est le signal basse fréquence. Voilà. On va enlever ce signal-là. Ce signal, il ne m'embête pas trop pour deux raisons. Parce que même s'il est présent, il n'est pas très gênant. En revanche, ce signal-là, il est quand même embêtant. Il déforme quand même pas mal le signal. Donc, en fait, vaut mieux, quitte à en filtrer un des deux, vaut mieux filtrer les signaux basse fréquence. Et donc le montage, pour le réaliser, je remontre, vous aviez la résistance 2R, la résistance 2R. Voilà, donc vous avez ça c'est le montage qu'on a étudié. Et ce que je vais rajouter derrière, c'est un filtre passe haut, qui est constitué uniquement d'une résistance et d'un condensateur. Alors ici, vous avez intérêt dans le montage, parce que quand vous allez rajouter ce filtre-là, le problème, c'est que vous allez perturber ce montage, ce qui fait que ça risque d'invalider tous les calculs qu'on a fait avant. Donc vous avez intérêt à choisir une résistance ici R', qui est beaucoup plus grande que les résistances R. Comme ça, vous êtes sûr que le courant qui va être prélevé ici, hein, qui normalement, si j'étudie que ce montage, il doit être nul, mais le problème c'est qu'il faut bien que je connecte ce montage, en prenant R' très grand devant petit grand R, je suis à peu près assuré qu'on va prélever une quantité le courant qui va être prélevé, il va être quasiment négligeable. Donc ça c'est important, hein. Lorsque je vais rajouter ce passe haut, il faut absolument que je choisisse une résistance R' qui est vraiment importante devant grand R. Et quand vous faites ça, en fait, vous faites disparaître ces pics-là. Voilà, je les ai carrément enlevés. Bon, en vrai, ils sont quand même un petit peu présents, mais fortement atténués. Et par contre, ce signal qui est haute fréquence, lui, il est toujours là. Bon, il se trouve qu'il n'est pas très gênant et le signal qu'on obtient, il est quand même pas mal. Dans la suite de l'énoncé, hein, en fait, je ne suis pas arrivé au bout de l'énoncé encore. Justement, il y a ce terme-là, et si on le néglige, en fait, on vérifie que ce que je vous ai déjà, ce qui est encore au tableau, que c'est exactement ce qu'on veut, hein. On fait vraiment de la modulation d'amplitude. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est la réalisation pratique. Je vais vous montrer avec un peu de matériel. Donc, vous ne verrez pas forcément les résistances, hein, parce que c'est vraiment tout petit. Mais en tout cas, vous verrez qu'il y a peu de matériel et que, surtout que ça fonctionne pour de vrai. Voilà, donc je vais vous montrer la manip. Alors, la manip, la voici. Donc, elle était juste à côté, hein. Donc là, vous avez comme matériel, vous avez un oscilloscope qui est ici.
Ici, vous avez un générateur basse fréquence qui a 2 sorties, donc c'est très pratique. Vous avez une plaquette pour poser les composants, des câbles et une carte son pour faire l'acquisition. Alors je vais faire le montage. Alors, donc je vais commencer le montage. Alors, ce que je peux faire dans un premier temps, ce que vous avez intérêt à faire, c'est que je connecte les masses du GBF et de l'oscilloscope. Comme ça, c'est une bonne chose de faite. Les câbles, je vais les mettre de côté. Je vais placer la diode. Donc la diode, elle est ici. Ouais, donc c'est bon, comme je vous ai dit, on va pas voir forcément grand-chose. Donc la diode est ici. Je vais prendre une résistance. Ici, j'ai pris 500 ohms. On peut prendre 1 kilo, ça va très bien. Donc ici, vous avez les 2 résistances et la diode. Donc je vais connecter la voie 1 et la voie 2. Donc si vous regardez, j'ai connecté les 2 voies, les résistances, la diode. Et bien sûr, là, j'ai intérêt à aussi connecter la masse. J'ai oublié de mettre une masse. Alors, ici, je connecte. Donc là, vous avez une ligne sur la plaque ici, on la voit un petit peu, qui, ça, c'est ma masse, tout le long du circuit. Je vais connecter donc cette masse à la masse du circuit. Donc je choisis le GBF. Et je vais ensuite mettre, alors je ne mets pas un filtre passo, mais je vais mettre un filtre passe-bande. Donc en fait, je fais un petit peu mieux. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc je mets RC, puis résistance, condensateur. Pour faire l'acquisition, après tout, non, avant de faire l'acquisition, ce que je vais faire, c'est observer le résultat. Est-ce que j'obtiens quelque chose qui fait l'affaire ou pas? Donc le signal, je vais l'observer en sortie de mon montage sur la voie 2. Et sur la voie 1, je vais mettre le signal d'entrée. Donc je me souviens plus trop de ce que j'ai mis en fait. Très bien. Alors ce que vous voyez sur l'oscilloscope, bon évidemment on voit pas très bien, mais j'ai mis un signal triangulaire. Voilà, j'ai mis un signal triangulaire. Donc ça c'est un signal basse fréquence. Là j'ai pris 10 Hz, donc c'est vraiment basse fréquence. Et ça c'est le signal que j'ai en sortie de mon montage. Donc quand vous regardez, vous avez vraiment, on va stabiliser le signal, vous avez vraiment une modulation d'amplitude. L'amplitude du signal, c'est en forme triangle. Si je mets un signal carré, là c'est flagrant, on voit bien que l'amplitude du signal, elle est modulée par le signal le créneau. Et si je mets un signal sinusoïdal, on voit bien que l'amplitude, je suis en train de me répéter, je redis toujours la même chose. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous avez montré que votre circuit fait quand même le boulot pour une pulsation, et vous pouvez mettre finalement n'importe quel signal. J'ai mis un signal créneau, un signal triangulaire, et ça marcherait aussi avec des signaux un petit peu plus complexes. Donc je vais faire maintenant l'acquisition avec une carte son. Donc ce que je vais faire, c'est brancher directement sur la carte son. Donc j'ai pris et je branche sur l'entrée ligne avec une prise jack. Donc la masse du circuit, il faut que je la connecte à la masse de la carte son. Comme ça, tous les appareils sont connectés. Donc là, je le fais un peu comme ça. Je pince le câble sur la platine. Et je vais faire la même chose pour la voie numéro 1. Donc je vais aussi pincer le câble.
Donc là, ici et là. Alors, je suis désolé, vous voyez certainement pas grand-chose dans ma manipulation. Mais bon, en tout cas, ça vous montre que ça marche quand même bien tout ça. Et je vais faire l'acquisition avec Audacity. Donc, alors, le temps de le lancer. Donc, je lance l'acquisition. Je fais des petits réglages pour que ce soit bien. Voilà, je fais une vingtaine de secondes d'acquisition. Voilà, je vais arrêter l'acquisition. Donc là, j'ai simplement, ça ne présente pas de difficulté de faire l'acquisition sur Audacity. Audacity, c'est un logiciel gratuit. Vous le téléchargez, vous branchez la carte son et vous faites l'enregistrement. Donc il n'y a absolument aucune difficulté. Le câble de la carte son, là, celui que je suis en train de bouger, là, celui que j'ai en main, je l'ai branché sur mon ordinateur. J'exporte au format .wave le fichier. Et je vais maintenant traiter l'information. Voilà, je vous ai montré la manip, donc maintenant je vais vous montrer le petit programme qui permet de tracer notamment le spectre du signal et de retrouver, on espère, ce signal-là. Donc là, je vais prendre vous avez le programme. Donc j'utilise une fonction qui est... Il faudra que je la mette dans la description. Et en fait, cette fonction, elle est là. Ça permet de lire un fichier .wave et de sortir les données. Donc vous avez des modules en fait qui font ça. Bon, là, c'est une fonction fait maison. Bon, c'est comme vous voulez, du moment que vous récupérez les données. Je rappelle que le format de fichier .wave, c'est vraiment le format le simple qui soit. Il n'y a pas du tout de contraction des données. Vous avez vraiment les données brutes et donc c'est assez facile de les récupérer. Alors je vais faire je reprends. Donc je vais faire le petit programme qui va bien. Donc je vais récupérer les données ici. Donc là, par contre, je ne décris pas cette fonction. Et ce que je vais faire, c'est calculer la transformée de Fourier simplement avec cette instruction. Voilà, donc c'est la fonction FFT du module, donc de NumPy, il y a un sous-module FFT qui a une fonction FFT qui vous fait la transformée de Fourier. Je vais récupérer le nombre d'échantillons. Je vais créer les fréquences correspondantes. Alors ici, les fréquences, c'est la norme IFI, on échantillonne à 44 100 Hz. Donc du coup, les fréquences sont de la forme I, où il est un entier, sur N. N, c'est le nombre d'échantillons, fois 44 100. In range de N. Donc là, vous avez toutes les fréquences. Et ce que je vais faire, c'est que avec le critère de Shannon, je sais que la moitié des coefficients de Fourier, ceux qui sont au-dessus de 22 050 Hz, donc c'est la moitié de 44 100 Hz, c'est pas la peine de les tracer, ça ne vous apportera pas plus d'informations. Donc je vais prendre la moitié des échantillons et je fais la même chose pour V1 et je fais la même chose pour V2. Je trace la courbe. Donc je crée une figure, je trace la courbe
Donc c'est la fréquence. Et ici, mon signal, il était sur la voie 2, hein, donc finalement, je vais uniquement tracer le module. Donc c'est pour ça que j'utilise la fonction apps, c'est le module de V2. Je donne un nom aux axes. Donc ça, c'est la fréquence en Hertz. Et ensuite, je donne un nom à l'autre axe, donc c'est le spectre, je vais l'appeler comme ça, et je vais forcer l'affichage du résultat. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je fais des petites manipulations là pour que ça fonctionne. Console. Je vais y arriver. Voilà, je lance le programme. Ah, je l'ai lancé 2 fois. Attends, je vais fermer une. V2. Ah, et si j'ai mis... c'était V minuscule. Donc il y a toujours des petites erreurs hein, quand on fait un code. Donc là... ah bah c'est encore une faute de frappe. Donc là, je vais... Voilà, vous avez le spectre. Donc bon, là, on voit pas grand-chose. On va jusqu'à 22 000 Hz. Donc évidemment, on voit pas grand-chose. Donc je vais déjà faire un premier zoom, aller jusqu'à 10 000 Hz. Et allez, je zoome pas mal. Alors les signaux que j'ai mis, le signal haute fréquence, en fait, c'était 1500 Hz. Hein, donc là, c'est assez facile. Il suffit dans le matériel que j'ai, vous rentrez la fréquence sur un pavé numérique et ça vous donne le signal qui est émis par le GBF, c'est exactement cette fréquence-là. Donc ça, le signal haute fréquence, c'était 1500 Hz. Et le signal basse fréquence, c'était 10 Hz. Donc ici, je dois avoir mes 3 pics. Tout va bien. J'ai le pic central et 2 pics de part et d'autre qui ont quasiment la même hauteur. Donc tout va bien. On remarque tout de même qu'il y a des petits pics là qui apparaissent de part et d'autre qui sont certainement on les aurait vus apparaître si on avait fait une étude un peu plus poussée. On remarque qu'entre le pic central et les pics de chaque part et d'autre, on a exactement les 10 Hz du signal V2. Hein, ici, je suis à 1490 et ici, au centre 1500, donc c'est bien 10 Hz. Je reviens au signal de départ. Je vais regarder maintenant en basse fréquence. Et en basse fréquence, j'ai bien un signal à 20 Hz. À peu près, si je déplace, vous le verrez un petit peu mieux. Voilà. On a un pic à 20 Hz et un pic qui est très important à 10 Hz. Donc ça aussi, c'était prévu. Et évidemment, on avait aussi des pics à 2 fois la fréquence. Et là, on voit qu'il y a un petit peu plus de pics que prévu. Normalement, on aurait dû en avoir qu'un seul. Et il y en a un petit peu plus qui apparaissent. Et bon, ça, c'est pas très étonnant parce que vous avez compris que si j'avais, à cause du développement limité du x carré, il y a plein de fréquences qui sont apparues. Donc, imaginez si j'avais fait l'étude en poussant le développement limité à l'ordre 3. Donc s'il y aurait eu du x au cube, et en fait il y aurait eu d'autres fréquences qui seraient apparues, et je reviens en arrière, typiquement les fréquences qui seraient apparues, il y aurait d'autres combinaisons linéaires comme 2F1 plus F2, 2F1 moins F2, 2F2, des combinaisons linéaires de F1 et de F2. Donc c'est pas du tout étonnant qu'on ait ce genre de résultat. Mais en tout cas, donc je vais rezoomer sur la partie qui m'intéresse. Hein, on voit que là, je fais bien de la modulation d'amplitude. Et vous avez pu le constater quand j'ai fait la manip, que ça marche vraiment très bien. Voilà, j'ai fait le tour de cette étude. Donc j'ai fait une étude théorique, j'ai fait la manip et on voit que ça marche bien.
Quand on trace le spectre, effectivement, on trouve les pics, enfin on trouve en tout cas ceux qu'on avait prédits. Et il y en a un petit peu plus que prévu, mais ça, c'est pas très étonnant, hein, on les aurait vus apparaître si on avait fait une étude un petit peu plus poussée. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.